les métiers de l'IT ont très peu collaboré jusqu'à présent avec les métiers RSE. Donc il y a une synergie qui n'a pas été encore faite et c'est un angle mort en fait de la RSE des entreprises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'humain à cœur du digital. Aujourd'hui, on va parler de digital, mais on va surtout parler de numérique responsable. Ça change un peu de nos sujets d'habitude. Et pour cela, j'accueille Maude Pourcereau. Salut Maude. Salut Julie. Ça va? Très bien. Super. Donc aujourd'hui, on va parler numérique responsable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est le numérique responsable? Alors, le numérique responsable, c'est une démarche qui invite à pratiquer son numérique dans un cadre plus respectueux de l'environnement, du social, de l'accessibilité numérique, des questions éthiques et puis, également des questions de cybersécurité et puis de ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, l'autonomie, numérique, la souveraineté, numérique. Le numérique responsable, c'est un concept très global, qui touche à la fois les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui a été, conceptualisé par les experts en France, notamment avec, l'Institut du numérique, responsable. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est un sujet qui est très vaste, mais qui, trouve des applications très concrètes et que l'on retrouve dans des référentiels. Merci Maude. Avant qu'on aborde plus profondément, le numérique responsable, est-ce que tu peux nous redonner l'impact à l'échelle mondiale du numérique? Alors à l'échelle mondiale, le numérique, c'est 4,4 des émissions de gaz à effet de serre. Alors ce sont les données 2025, ça va changer. Ça peut paraître peu comme pourcentage. C'est vrai? Pour autant, c'est plus que l'aviation civile. Ah oui. Et on parle beaucoup plus d'aviation que, de Que numérique. de numérique, ouais. Alors le numérique, on va pouvoir en reparler, mais effectivement, il bénéficie de cette image de nuage, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, en fait, la pollution, du numérique et pour autant, elle est très importante et puis elle est surtout très matérielle. Et donc, justement, quand on parle, de numérique, dans le monde, on parle de quoi? Est-ce que tu peux un peu nous décrire la chaîne du numérique? Alors oui, effectivement, parce elle est très matérielle. Aujourd'hui, quand on parle numérique, on pense à ces équipements, aux terminaux, les ordinateurs, les écrans. On a également, du numérique intégré dans, les voitures, dans tout un tas, d'équipements que l'on utilise, que ce soit sur le plan personnel ou, professionnel. Et puis il y a ces équipements, que l'on ne voit pas, qui sont les câbles qui traversent, les océans, toutes ces ressources-là, elles sont forcément, très matérielles. Et donc, est-ce que tu peux un peu plus nous dire comment ça se passe, la construction, d'un ordinateur, d'un smartphone, ou du début jusqu'à, son usage? Alors, 80 des émissions, de gaz à effet de serre, émises par, un équipement, se font à la fabrication. Par exemple, sur un smartphone qui pèse à peu près 200 grammes, il faut 200 kilogrammes de matières premières issues de 50 matériaux différents. Heu Cette matière première, ce sont des ressources que l'on va extraire, très loin, ailleurs dans le monde parce qu'en France, on n'a pas ces ressources. Il faut, également, énormément d'énergie pour aller, chercher ces ressources qui sont en faible quantité dans la roche, qui sont de plus en plus loin parce que celles qui étaient plus proches, on est déjà allé les chercher et puis il y a, ensuite tout, un ensemble d'opérations de raffinage qui sont très émettrices de CO2 et puis également très consommatrices d'eau. Donc de telle sorte que quand ton smartphone arrive sur ton bureau, il a déjà fait, 4 fois le tour du monde à peu près, parce que, on est allé chercher des ressources, en Asie, on est allé le fabriquer aux États-Unis et il a transité, plusieurs fois, ailleurs dans le monde avant de se retrouver, chez toi. Donc il y a une consommation, très, très importante, de ces équipements, de nos équipements. Là, on a parlé de smartphones, mais c'est le cas de l'ensemble de nos équipements. Là, tu as parlé, d'empreinte environnementale, mais il y a pas que ça dans le numérique responsable. Tu nous as parlé, de social, ou on pourrait parler aussi, des géopolitiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu aussi sur cette partie-là? Alors effectivement, le numérique aujourd'hui, il s'est globalisé. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas, une journée, de travail, sans numérique. Un week-end genre sans numérique, on serait paumé
Et donc cette dépendance totale, eh ben, ça veut dire aussi que, ça touche plein de critères, dans nos vies. On a parlé des critères environnementaux, mais c'est également des critères sociaux. Alors par exemple, en amont, de la chaîne, c'est toutes les conditions de travail des personnes qui travaillent dans les mines, qui tolèrent ou qui sont condamnées à avoir des conditions de travail que nous, on n'accepterait pas, chez nous. Et puis quand on va sur, de l'autre côté de la chaîne, en amont, c'est, les enjeux de surconnexion, d'exposition à des images pour, un public, qui n'est pas, d'équerre. C'est également, ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui sont surconnectés et puis on a toute une partie de la population, de l'autre côté, qui n'est pas, à l'aise avec les outils numériques qui se sont globalisés. Aujourd'hui, dans les services publics, on utilise aussi, les outils numériques et toutes les générations ne sont pas au fait de tout ça, donc ça crée des fractures. Et puis on a ces questions éthiques aussi, notamment liées à l'intelligence, artificielle avec, une opacité sur les algorithmes, avec des problèmes de droits d'auteur. Enfin, voilà, on pourrait faire une liste un peu à la Prévert, mais, c'est important d'avoir, conscience de l'ensemble des impacts, que soulève le numérique sur tous les sujets, en fait. Donc on peut dire que les enjeux sont extrêmement nombreux. Ils sont, Ouais. comme tu as dit, tu pourrais faire une liste et ne plus t'arrêter. Quel est le lien entre aujourd'hui informatique et numérique, responsable? Alors aujourd'hui, dans le monde, de l'entreprise, la seule performance économique, elle ne permet pas, de garantir un climat de confiance, et la pérennité du business. Aujourd'hui, il y a une réalité climatique, heu, de dérèglement climatique et puis, une réalité géopolitique, qui fait que, qui vont avoir une incidence sur les performances, économiques. Donc on ne peut plus aujourd'hui, pour assurer son business, on peut plus se dire que la seule performance économique, va me permettre, de continuer, aussi longtemps que je le souhaiterais, mon business. On a des enjeux de dérèglement climatique et on a des enjeux, également géopolitiques qui peuvent paraître très macro, hein, parce que, par exemple, ce qui se passe en Chine ou les politiques, d'exportation de la Chine peuvent paraître assez lointaines. Pour autant, ce sont des vrais, ça peut devenir très, très concret, parce que si demain la Chine, qui est le premier exportateur de matières premières, décide d'arrêter, hein, d'exporter, et bah, c'est tout le secteur, du numérique, qui va, vaciller en Europe et pas que le secteur, numérique, mais aussi tous ceux qui dépendent du numérique et donc qui aujourd'hui ne dépendent pas du numérique, Toutes les il y en a entreprises, plus beaucoup. publiques, privées, tout le monde, dépend aujourd'hui du numérique, de ses équipements et de ce qu'on en fait. Exactement et donc le numérique responsable n'est pas la solution magique, mais ce sont des pratiques qui, prennent en compte ce contexte très complexe, très incertain, très volubile. Et il fixe des lignes de conduite. Ce sont des démarches d'amélioration continue aussi, hein, l'idée c'est pas d'avoir un document Excel sur lequel on va cocher les bonnes cases, mais c'est de se poser des bonnes questions, c'est d'avoir les bonnes sensibilisations sur ces critères que l'on a vus ensemble, environnementaux, sociaux, géopolitiques et de comprendre comment est-ce que, quels sont nos risques, quelles sont nos dépendances, quelles sont nos opportunités et ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration, continue qui va nous permettre en fait eh bien, de faire de notre numérique un levier de robustesse plutôt qu'un levier de faiblesse. Justement, dans le cadre du numérique responsable, comment le numérique responsable peut aider les entreprises au quotidien? Clairement. Aujourd'hui, les organisations, elles ont besoin d'une architecture numérique qui fonctionne, qui soit opérationnelle, économique et puis qui les accompagne, sur le long terme. Elles ont aussi besoin, de démarches RSE précises, fiables. Aujourd'hui, on est passé, de l'ère, démarche volontaire, un peu greenwashing, à, des besoins très forts d'actions RSE, hyper concrètes. Et le numérique responsable, eh bien, il prend l'ensemble de ces items en compte. Par exemple, pour les grandes entreprises, qui ont déjà, des stratégies de décarbonation, qui ont fait beaucoup d'efforts pour décarboner, leur secteur, hein, leur spécialité, elles ont souvent en angle mort leur IT. Pourquoi? Parce que,
le numérique souffre encore d'une image un peu nuage, Mmh. une pollution qui n'est pas très, très visible et puis, aussi les IT, les métiers de l'IT ont très peu collaboré jusqu'à présent avec les métiers, RSE. Donc il y a une synergie qui n'a pas été encore faite et c'est un angle mort en fait, hein, de la RSE des entreprises. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour cocher la case opérationnelle, bon pour le business et puis, assurer la pérennité de ce business tout en intégrant des critères environnementaux et sociaux? Eh bien, c'est par exemple allonger la durée de vie des équipements, IT. Nous y voilà, parce que, comme on le disait tout à l'heure, 80 des émissions de gaz à effet de serre des équipements se font à la fabrication. Donc la solution, à partir du moment où on a acheté un équipement, eh bien, c'est de faire des cycles internes de plus en plus longs. Et là, il y a des choses qui doivent se faire en interne en alliant, les métiers de l'IT, des achats, de la RSE, des RH aussi, parce qu'on va pouvoir solliciter des fonctions support qui n'ont pas forcément besoin d'un équipement dernier cri hyper puissant pour aller, pratiquer, des nouveaux usages, de solliciter, des gens qui pourront, avoir du reconditionné aussi, si ça fait sens aussi pour eux. Donc il y a l'allongement de la durée de vie des équipements, l'utilisation, d'équipements reconditionnés et puis surtout, se baser sur, des équipements que l'on a achetés en local, en Europe ou en France, et aller solliciter les entreprises sociales et solidaires, qui font travailler des personnes qui sont, pour plein de raisons, plus éloignées, du milieu professionnel et qui vont travailler dans ce secteur. Une fois que l'on a, que l'on a allongé la durée de vie des équipements, que l'on a, utilisé des équipements reconditionnés, eh bien, on va pouvoir aller chercher des équipements neufs, mais qui vont cocher des cases de performance environnementale les plus élevées. Et là, on a des labels, on a des référentiels très exigeants qui permettent de challenger aussi les acheteurs, sur ces critères-là. Comme, l'indice de réparabilité, par exemple. L'indice de réparabilité, tout à fait. Ouais. Au-delà des équipements, on a aussi sur, les solutions d'hébergement, il faut aller challenger, ces fournisseurs d'hébergement, choisir des data centers locaux, qui, utilisent, un mix énergétique, principalement issu des énergies, renouvelables, aller challenger ces data centers pour regarder un peu leur performance environnementale. Voilà, il existe tout un tas d'items à aller vérifier et lors des négociations, il n'y a pas seulement les échanges tarifaires à avoir, il faut engager des négociations, sur les nouvelles normes de durabilité. Et on parle beaucoup des entreprises privées, mais qu'est-ce qu'il en est des organisations, publiques? Alors, les organisations publiques, en France, c'est très intéressant parce qu'elles ont un petit peu ce rôle d'avant-gardiste. Aujourd'hui, elles sont, contraintes sur le plan, réglementaire. Elles sont tenues de respecter, une législation, qui est assez novatrice, comme la loi AGEC et la loi REEN, qui demande aux collectivités, de se doter d'une politique de sobriété numérique et d'aller chercher des équipements, de sourcer des équipements, reconditionnés, issus de l'économie sociale et solidaire et puis, avec des exigences très fortes sur les équipements neufs. Donc le marché public, hein, a décidé d'être très innovant, sur ces questions-là et c'est intéressant d'aller regarder ce que font certaines métropoles parce qu'elles organisent aussi, une nouvelle économie circulaire autour du numérique, sur leur territoire. Il y a des choses très intéressantes, qui se font le marché public parce qu'elles sont contraintes réglementairement, pardon, et elles sont tenues d'être ce rôle un petit peu d'innovateur. Donc sur cette partie, ça peut être des exemples pour les entreprises, privées, des exemples à suivre dans le cadre du numérique, Ouais. responsable. Alors à la fois sur les équipements, et puis également sur l'organisation d'une économie, circulaire territoriale, et puis également donc sur les facteurs sociaux et puis également sur les notions de transparence et de respect des données. Ouais. Justement, on en vient un peu à la partie aussi, données. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait pas que la partie environnementale, il y avait aussi la partie souveraineté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là? Oui. Alors moi, je pense vraiment que le numérique responsable a une belle, symbiose à faire avec ces enjeux-là. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes enjeux, en fait, hein. Il s'agit, de relocaliser les données et en fait, on voit que quand on fait, une action, elle coche, à la fois la case environnementale et puis, la case autonomie numérique. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous rapatriez vos données
en France, eh bien, vos données vont consommer vont être moins émetteurs de CO2 parce que les distances qu'elles vont parcourir seront réduites. Et puis surtout, vous sécurisez vos données en les hébergeant dans l'Hexagone, en dehors, par exemple, des hyperscalers. Donc, ça coche les cases. Voilà. Et puis on parlait aussi du travail, de l'aspect social. C'est que ça permet aussi de faire vivre l'économie locale. Exactement, et l'économie sociale et solidaire, quand on sollicite des personnes, comme je le disais, qui sont éloignées du milieu professionnel et qui peuvent travailler sur les actions de reconditionnement, de réemploi de ces équipements, aussi pour allonger la durée de vie. Voilà. En fait, quand on prend ce qui est bien avec le numérique responsable, c'est qu'il permet d'avoir une approche globale qui ne dit pas, tiens, je vais choisir entre le critère environnemental, le critère social ou le critère autonomie stratégique ou même cybersécurité. C'est une approche globale. Et ensuite, les entreprises, en fonction de leur profil, de leur secteur et de leur business, vont pouvoir se dire, ben voilà, là, je vais pouvoir cocher la case environnementale, là, je vais pouvoir cocher la case sociale, là, je vais m'assurer que par un dispositif aussi de cybersécurité, je vais pouvoir assurer la pérennité de mon business. Le numérique responsable, il permet à chacun d'acquérir une culture numérique plus mature, en ayant cette approche globale et en sachant que quand j'appuie sur une bonne idée, eh ben, ça va avoir des effets positifs sur d'autres. Tu as parlé tout à l'heure de l'allongement de la durée de vie des équipements informatiques, donc c'est très intéressant. Tu as parlé de la partie PC, tu as parlé potentiellement de la partie imprimante, écran ou encore smartphone. Ça, c'est aussi une superbe opportunité pour les entreprises qui, des fois, sont en recherche d'économie. Et justement, le numérique responsable, c'est pas juste des contraintes, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir faire des économies à des entreprises pour qu'elles puissent mettre peut-être leurs investissements dans d'autres aspects du numérique, notamment peut-être la cybersécurité. Et mon lien est fait avec la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la partie cybersécurité? Alors, effectivement, il y a des bénéfices économiques à faire du numérique responsable. Ensuite, c'est pas des formules magiques. Chaque entreprise a son architecture numérique et va aller choisir là où elle va pouvoir faire des économies. Mais évidemment, le numérique responsable, ça coche aussi la case gain économique. Ensuite, ça coche, comme tu dis, une autre case qui est celle de la cybersécurité. Par exemple, en éco-conception, le numérique prône des éco-conceptions, enfin une simplicité en fait de l'architecture numérique. Eh bien, la simplicité, c'est le contraire de la complexité, et ça veut dire que l'on va réduire aussi la surface numérique qui potentiellement peut faire l'objet d'attaques. Voilà. Donc ça, c'est théorique, et je pense que aussi dans la pratique, il faut aller dans la granularité, mais il y a de toute façon des enjeux qui convergent entre la cybersécurité et le numérique responsable, et les impacts donc environnementaux, et il faudrait pas avoir à choisir. Voilà, on a le droit de se dire on veut un numérique qui soit le plus responsable possible, et ça veut dire que on n'est pas obligé de choisir entre la pérennité de son business et les impacts environnementaux. On peut combiner le tout en se posant les bonnes questions grâce à des référentiels de numérique responsable. Donc, en gros, un numérique plus pragmatique, peut-être plus simple. C'est la première fois que j'entends parler de cette partie, le fait d'avoir un numérique responsable, un numérique qui va droit au but, va réduire effectivement la surface d'exposition auquel peut être confrontée l'entreprise, notamment dans le cas de cyberattaques. Je trouve ce concept extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de responsables informatiques qui vont se rendre compte que peut-être des fois, dans certaines situations, on s'est dit qu'on allait complexifier, et alors qu'on pourrait peut-être simplifier l'architecture réseau, par exemple, et que ça aurait des bénéfices à la fois sur la partie économique, à la fois sur l'organisation de l'informatique, du système d'information, et à la fois sur la partie cybersécurité. Alors, j'ai envie d'ajouter 2 choses. La première, effectivement, c'est que, aujourd'hui, la question, c'est pas de se dire, «On arrête le numérique, c'est trop Bien bien». sûr. On est dans une dépendance, et puis, enfin, il y a des intérêts évidemment, hyper importants sur le numérique. Donc la question, c'est pas de se dire: «On arrête le numérique», vu ce que le décor qu'on vient de planter. La question, c'est de quel numérique on a besoin pour assurer notre business. Et là, tous les numériques ne se valent pas.
Voilà. Et quand on utilise un petit peu ce référentiel de numérique responsable, eh bien, on coche des cases qui nous permettent d'envisager la pérennité de notre business en cochant aussi les cases vers plus de respect de l'environnement, vers la prise en compte des critères d'inclusion sociale qui sont très, très importantes, d'accessibilité numérique et d'éthique, parce qu'on a forcément besoin de plus d'éthique pour assurer la pérennité du business. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un numérique hyper fonctionnel et non pas complexe. Pragmatique, ça nous va bien, pragmatique. Maud, j'aimerais que tu abordes avec nous des exemples concrets de ce que tu as déjà pu voir dans des entreprises ou toi, de ce que tu connais du numérique responsable de peut-être demain, nos auditeurs pourront mettre en place. Un, c'est l'allongement de la durée de vie des équipements, parce qu'on sait que c'est ce qui a le plus d'impact sur les bilans carbone. Donc, on va aller allonger le plus possible la durée de vie des équipements. Ensuite, c'est l'utilisation d'équipements reconditionnés. C'est-à-dire que des équipements qui ont déjà été utilisés et qui ensuite ont suivi un process qui fait que il a été soit réparé et ensuite réaffecté à un autre usage. Oui, quand tu parles de reconditionnement, tu parles pas forcément d'acheter du reconditionné. On peut très bien aussi faire du reconditionnement à l'intérieur d'une entreprise parce qu'à un moment donné, il y avait un poste pour quelqu'un qui est au bureau d'études. Ouais. Voilà, donc a besoin potentiellement d'un poste très puissant pour dessiner. Et là, bah, il y a un peu moins de puissance par rapport Ouais. à ce que lui, il a besoin. Et ce poste-là peut être reconditionné pour être donné à quelqu'un de la communication, par exemple. Oui, alors là, on va dans ces cas-là parler de réemploi. Mais tout à fait. Ok. Tout à fait. Et puis ce qu'on peut faire aussi, très concrètement, c'est qu'une fois que ces équipements sont en fin de vie, il faut emprunter la filière éco-organisme et confier ces équipements à cette filière, alors par exemple écologique, qui va venir récupérer ces équipements et puis ensuite, par une filière donc de reconditionnement, faire le travail de nettoyage et puis de réaffectation de ces équipements avec en solution finale, lorsque celui-ci ne peut plus fonctionner, qui est l'incinération et puis ensuite, la fin de vie de ces équipements. Et surtout pas le fait de l'exporter dans un autre pays. Non, c'est pour ça qu'il est très important en France de faire appel à des éco-organismes dont c'est la fonction première, d'aller récupérer les équipements et d'engager ensuite tout le processus qui va permettre plusieurs options possibles, soit de réemploi, soit de reconditionnement, ou soit ensuite eh bien, de refonte de la matière et puis d'incinération pour les déchets qu'on peut plus utiliser. Mais c'est très important de faire appel à ces éco-organismes qui existent en France. Et peut-être que tu voulais aussi donner un exemple sur la partie souveraineté? La partie souveraineté, eh bien, consommons local. Voilà. Donc, Même en numérique. même si le numérique, bien sûr, surtout en numérique. Surtout en numérique. La donnée est invisible, mais elle est bien réelle, elle est bien matérielle. Donc, consommons local. Faisons appel à des data centers qui sont en France, qui sont en Europe et qui ont des performances environnementales suffisamment challengées pour baisser l'empreinte environnementale de nos usages. Ouais. Et qui font travailler des ingénieurs et des techniciens en France. Voilà, une solution locale. Super. Maud, je te propose encore une fois pour que ça apporte un peu plus de concret, parce qu'on aime bien ça toutes les deux, de faire un petit peu les idées reçues du numérique responsable. Idée reçue numéro 1, le numérique ne pollue pas et même, je dirais même plus, il contribue à la décarbonation. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de parler d'efficacité énergétique grâce au numérique parce que les gains que l'on peut obtenir, ils sont contrebalancés par la croissance exponentielle du numérique, notamment liée aux usages de l'intelligence artificielle. Alors c'est ce qu'on appelle, pour les plus experts, l'effet rebond. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique liée au numérique, elle n'existe plus. On est vraiment dans une croissance exponentielle des émissions de gaz issues des activités numériques. Idée reçue numéro 2, tous les data centers se valent en termes d'empreinte carbone. Eh bien non.
Eh bien non, parce qu'effectivement tous les numériques ne se valent pas et on peut choisir, quel numérique, on veut pour son business et pour sa pérennité en choisissant, le data center dont on veut, sur lequel on veut aller, héberger nos données. On peut choisir des data centers qui sont en France, on peut choisir des data centers, qui, utilisent, qui utilisent les énergies, renouvelables dans leur consommation, d'électricité, qui vont être performants sur le plan, environnemental. Donc on peut choisir son data center et c'est ce qui va nous permettre aussi, de choisir le numérique dont on dépend. Donc c'est super important, de bien qualifier le data center sur lequel on a envie d'héberger nos solutions. Idée reçue, la suppression des emails est un super geste écologique pour la planète. Eh bien non, Julie. Tu peux toujours supprimer, tes, mails, qui sont très volumineux, mais ça changera pas le cours de l'histoire. Si tu veux vraiment peser, eh bien, il faut, allonger la durée de vie de tes équipements, de ton ordinateur. Quand on te sollicite pour te dire: «Est-ce que tu veux changer?» tu dis: «Non». Deuxième fois: «Toujours pas, toujours pas». Et puis il faut surtout, ce qui est très important, c'est de, renoncer à avoir des écrans, qui ont des tailles, de plus en plus importantes. La taille des écrans a une très grosse empreinte carbone. Idée reçue, l'impact du digital ne concerne que les grandes entreprises ou les entreprises de services numériques. Eh bien non, Julie, toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, ont une architecture numérique, qui pèse, sur l'empreinte environnementale et même à titre privé aussi, les usages en streaming, sont hyper consommatrices, d'énergie. L'intelligence, artificielle aussi est très émettrice, très polluante, et c'est pour ça que c'est intéressant de, se poser la question de ces usages, et de opposer, les usages futiles versus les usages, vraiment utiles. Tu peux nous donner des exemples pour un petit peu plus qu'on comprenne la différence entre utile et futile? Alors, utile, effectivement, ce serait, peut-être dans les secteurs, de la médecine, de la science, hein, pour lesquels les enjeux, sont, globaux et puis vraiment, liés aussi, au bien-être, des populations. Ce que j'appellerais un usage, futile, c'est par exemple solliciter, une IA, pour une information qu'on pourra retrouver très facilement sur un moteur de recherche. Par exemple, demander à l'IA de corriger un mail, est-ce vraiment utile? Au regard de l'impact environnemental que ça coûte, en fait. Une requête sur ChatGPT, ça correspond à 500 millilitres de consommation d'eau. Voilà, et on n'est pas les seuls à faire, des requêtes, ChatGPT. Donc il y a vraiment, une question d'arbitrage, à se poser et c'est pour ça qu'il est intéressant, avec notamment cette, intelligence artificielle, de développer une culture, numérique qui repose aussi sur la vigilance et sur la sensibilisation des usages. Autre idée reçue, les équipements reconditionnés marchent moins bien. Alors, est-ce qu'une voiture, achetée d'occasion fonctionne moins bien? Non, voilà. Alors, je ne vais pas développer tout ce que l'on fait sur les, équipements, reconditionnés pour qu'ils soient opérationnels, hein, parce qu'il y a voilà, il y a effectivement, on les retravaille et on les répare avant de les réaffecter, à d'autres usages et là, en fait, le problème, c'est plutôt un biais culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir, un équipement, qui n'est pas, dernier cri et là, le shift, il est vraiment culturel. Il faut apprendre à aimer, et à désirer des équipements, reconditionnés parce que, ça coche plein de cases. Voilà, super important. Autre idée reçue, le numérique responsable, c'est la réduction de l'empreinte carbone des équipements. C'est bien plus que ça. Donc oui, mais pas que. On a vu, hein, que le numérique responsable, c'est aussi prendre en compte les critères sociaux, les critères, d'éthique, les critères, d'accessibilité, numérique et puis quand on parle des critères, environnementaux et ben, c'est lié à la consommation d'énergie, à la consommation en ressources d'eau, à l'extraction, de minerais, ailleurs dans le monde. On parle de numérique responsable depuis un petit moment maintenant, Maude. Est-ce que tu pourrais nous donner 5 échelles de succès ou 5 succès qui vont faire qu'à un moment donné, on va être content de faire du numérique responsable? Alors effectivement, parce que le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc quoi qu'il arrive, il faut commencer. Voilà et même si on part de très, très loin, il faut commencer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut jamais s'arrêter, parce que, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc ce qui est bien, l'année, 1 et bien l'année 2, il y aura d'autres choses à faire.
Ensuite, 3e point, c'est qu'il faut, voilà, il faut inventer cette collaboration, qui ne va pas de soi, au départ, entre les métiers, de la RSE, de l'IT et des achats. Ensuite, il faut en faire quelque chose de sympa. Voilà, c'est pas, numérique responsable, c'est pas une contrainte, faut pas en faire quelque chose qui bride. Au contraire, c'est quelque chose qui peut faire sens aussi, dans les entreprises parce que, il y a des collaborateurs qui sont en attente aussi de démarches RSE fiables, précises et qui, ont des applications hyper concrètes, au quotidien. Et puis la dernière chose, c'est que, le numérique responsable, bah, faut l'ancrer dans les process des entreprises. Alors les process sont pas les mêmes, d'une entreprise à une autre, hein. Il faut pas en faire un petit projet qui vivotent à côté. Il faut vraiment l'ancrer, dans les process et c'est la raison pour laquelle la collaboration des métiers, RSE, IT, achat, elle est primordiale. Et à contrario, 5 échecs. C'est quoi pour toi les 5 échecs du numérique responsable? Alors c'est y aller pour les mauvaises raisons. La première de l'image. Dire, voilà, je pense que ça va faire chic, sur mon site internet si je dis que je fais du numérique responsable. Là, aujourd'hui, ces démarches-là, elles ne trouvent plus écho parce que tout le monde aussi est plus mature sur ces sujets et quand on le fait pour des raisons d'image, ça se voit tout de suite et ça marche pas. La 2e chose, c'est de se dire qu'on a coché une case, qu'une année on a fait, quelque chose. On a, par exemple, proposé d'allonger la durée de vie des équipements et puis on n'a pas les KPI derrière, on n'en a pas fait un projet d'entreprise, on l'a fait dans son coin et on n'a pas réitéré, les actions. Donc ça, 2e faiblesse, se dire qu'on a coché la case et arrêter. La 3e frein, ce serait de se dire, bah, que c'est pas un sujet pour soi, en fait. Toutes les entreprises, quel que soit leur profil, leur taille, ont besoin de numérique responsable. La question après, c'est de se dire, bah, quel est le numérique responsable qui va, pouvoir, être très opérationnel chez moi et quel numérique responsable va pouvoir, m'aider dans mes risques et puis dans le business que j'ai identifié. 4e élément, ce serait de le voir comme une contrainte. Voilà, quand on le voit comme une contrainte et ben, on ne crée pas une synergie, on crée pas, une énergie qui est utile sur ces sujets-là qui sont complexes, qui sont globaux. Faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt, comme je le disais tout à l'heure, comme un vrai levier de robustesse. Et puis, dernière chose, c'est, bah, de laisser la question à un seul département, que ce soit la RSE, que ce soit l'IT ou les achats. Il faut vraiment une collaboration, même si elle est inédite et ben, il faut l'inventer. Une vraie culture du numérique responsable. Exactement. Voilà, on sensibilise, on communique auprès de l'ensemble des collaborateurs et plusieurs, services, plusieurs métiers et bah, y vont. Voilà et puis c'est quelque chose qui se fait, graduellement. On peut pas, devenir numérique responsable du jour, au lendemain, mais il faut planter des graines régulièrement et puis il y a des périodes dans une entreprise où on va pouvoir accélérer sur ces sujets-là. Il y a des périodes où on va stagner parce que, la conjoncture, elle est moins favorable, mais il faut toujours garder, le cap et puis, il faut accueillir les collaborateurs aussi avec ces nouvelles, dynamiques. Parce que ça crée une émulsion et puis, les collaborateurs, ils ont besoin de savoir aussi que les entreprises, elles s'engagent, là-dessus. On est attendu sur ces sujets et c'est à nous de le faire. Bon, moi j'ai une question, je suis, responsable informatique, dans une PME et je veux mettre en place un peu une philosophie et une démarche numérique responsable. Selon toi, par quoi il faut commencer? Eh ben, il faut tout simplement s'appuyer sur le référentiel, numérique responsable que l'on trouve, en ligne, sur l'Institut du numérique responsable, où on a la liste en fait, hein, de toutes les actions, que l'on peut, engager, en phase, de démarrage. Donc c'est des actions très concrètes qui visent dans un premier temps les équipements, d'ordinateurs, les solutions cloud et puis la manière aussi dont on, parle du numérique responsable. Parce que ce qui est bien, quand on adopte une démarche, c'est aussi de la valoriser et d'en être l'ambassadeur. Donc il y a à la fois sur ces pratiques, d'usage en interne, sur les équipements que l'on utilise et puis sur la manière que l'on a de valoriser le numérique responsable. Donc de ça, on a des indicateurs hyper concrets, notamment l'allongement de la durée de vie des équipements, le nombre d'équipements que l'on va acheter en plus, la performance environnementale des équipements que l'on a achetés, la quantité, de déchets 3E que l'on a évacués via les éco-organismes, le nombre de fois où on a parlé du numérique responsable, soit à des clients, à des fournisseurs, aux collaborateurs. Donc, entre guillemets, avoir quelques indicateurs pour commencer
et puis aussi pour voir aussi le chemin parcouru au fur et à mesure. Exactement, parce qu'on sait que le chemin, il va être long et puis le chemin, il va s'agrémenter d'autres enjeux. Donc c'est super important de commencer avec quelques indicateurs et puis ensuite, plus on a une maturité, plus on est capable, d'augmenter, d'avoir plus d'indicateurs et puis ensuite, pourquoi pas, d'être force de proposition. Je te propose un petit jeu NR ou pas NR, donc numérique responsable ou pas numérique responsable. OK. Surdimensionner son infrastructure parce qu'on se dit qu'on va toujours en avoir besoin. Pas numérique responsable. OK. Plutôt, dans ces cas-là, choisir une infrastructure qui va pouvoir être évolutive, mais pas forcément le faire tout de suite. Voilà. On se rend compte en fait qu'on a des biais, c'est-à-dire qu'on veut toujours prévoir plus et puis au final on n'utilise pas. Donc il vaut plutôt effectivement une architecture qui va pouvoir être évolutive en se posant bien la question du jour où on veut évoluer, si on a vraiment besoin d'hébergement supplémentaire. Supprimer les fichiers qu'on utilise rarement du cloud. Numérique responsable. Et donc, il faut avoir ce rôle de vigie. Il faut dans les organisations une personne qui systématiquement va pouvoir passer en revue les hébergements et de se dire ça, on l'utilise pas, donc on décommissionne automatiquement. Choisir un data center local à alimenter à l'énergie verte. Numérique responsable, bien sûr. Donc, pour conclure, Maud, je vais te laisser le mot de la fin. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui au numérique, et c'est pas nous qui allons vous dire le contraire, bien évidemment. Mais oui au numérique raisonné et responsable qui apporte à l'humain, et ça, c'est extrêmement important. Et donc, Maud, toi, ton mot de la fin, hein, toi, c'est quoi? Alors, c'est deux choses. C'est de dire que les choses sont pas simples. On va pas se mentir. On est dans des paradoxes, dans des contradictions. Mais c'est pas parce qu'on est au cœur de ces contradictions qu'il faut pas commencer. C'est très important d'avoir une ligne de conduite, d'être humble dans sa démarche, d'être sincère, mais aussi très exigeant. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les enjeux. Et c'est très important d'avoir autant d'humilité que d'exigence. Et le mot de la fin, moi, le mot que j'aurais à dire, c'est de développer une culture numérique basée sur la vigilance, la responsabilité et puis aussi l'exigence au service des clients. Merci beaucoup Maud de cet entretien, c'était très intéressant. C'est vrai qu'on n'entend pas énormément parler de numérique responsable, pas assez en tout cas, ça c'est sûr. Et donc je te remercie et puis à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital. Vous avez apprécié ce moment? Alors laissez-nous un commentaire, un avis ou partagez cet épisode autour de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital.